Je suis venue pour vous parler d'Alice Guy, première femme cinéaste de l'histoire du cinéma. Ça a été une grande surprise pour moi d'apprendre que le premier cinéaste n'était pas un homme mais bien une femme. Et je l'ai appris tout à fait au hasard de recherche que je faisais sur... Viens nous retrouver. Tout à fait au hasard de recherche que je faisais sur l'histoire des femmes en général, puisque je m'intéresse à l'histoire des femmes en général. Je pense que quand on est une femme... essayer de comprendre de là où on vient, c'est pas mal, ça peut nous aider à comprendre le monde dans lequel on est. Et un jour, donc, je suis tombée sur un article sur Alice Guy, et qui était titré « Le premier cinéaste était une cinéaste ». Je trouvais ça très étonnant, parce que moi qui aime le cinéma, j'avais toujours entendu parler de Méliès, enfin, des noms comme ça qui viennent de loin, mais qui étaient des noms d'hommes. Et effectivement, le premier cinéaste était une femme, c'était Alice Guy. Elle est née en 1873 et elle est morte l'année de ma naissance, en 1968. Donc une longue vie, une vie assez extraordinaire comme tous ces gens qui sont nés à la fin du 19e et qui ont vécu vraiment le démarrage de l'ère industrielle, les grandes inventions de la fin du siècle, la Tour Eiffel, l'Expo universelle, etc. etc. Et j'ai découvert aussi ces films en fait, et c'est en découvrant ces films que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un peu la lumière sur elle, et puis surtout que je comprenne pourquoi elle avait été oubliée de l'histoire du cinéma, parce que Alice Guy, elle a contribué à créer la maison Gaumont, qui est une maison dont le nom est arrivé jusqu'à nous, hein. Gaumont, tout le monde connaît Gaumont, mais je ne sais pas si tout le monde sait que la société Léon Gaumont, elle a été créée en 1895 par un dénommé Léon Gaumont, et qui a créé ça presque par hasard, parce qu'en fait, il bossait dans une boîte qui s'appelait la Société nationale de photographie, et il était fondé de pouvoir de cette maison-là, et cette maison a fermé, et quand elle a fermé, il a décidé, lui, de monter son business, parce que fin 19e, la grande attraction technologique, vous savez, c'est la photographie, et les débuts des images animées, on ne parle pas de cinéma. Et au tournant donc de 95... peut-être avez-vous appris que les frères Lumière ont présenté leur fameux cinématographe. Donc c'était en 1895, c'était à Paris, place Saint-Germain-des-Prés. Le bâtiment existe toujours. Ça s'appelle la Société de l'Industrie. Et la grande invention des frères Lumière, c'est pas le cinéma, c'est la projection des images. Parce qu'en fait, le premier à avoir inventé le cinéma, c'est Edison. On va pas en parler, hein, c'était aux États-Unis, c'était avant les frères Lumière. Mais lui, Edison, il n'a pas inventé ce système de projection des images. Et la projection, ça permet quoi? Ben, ça permet... Alors l'image, elle est un peu de traviole, là, en fait. Elle n'est pas en entier sur le... Faudrait pousser ce panneau-là. La projection, ça permet quoi? Ben, ça permet ce qu'on fait aujourd'hui, ça permet de se regrouper et de regarder ensemble un film. Alors qu'aux États-Unis, il n'y avait pas d'appareil de projection. On regardait les films, vous savez, sur des boîtes, sur des boîtiers comme ça. Et c'est des films qui tournaient en continu et on mettait les yeux comme sur des jumelles. Et les films tournaient comme ça. Vous avez peut-être eu ça quand vous étiez petit, des boîtes dans lesquelles vous actionniez une petite manivelle pour faire tourner des films de Disney ou des choses comme ça. Ben voilà. Et donc le grand génie des frères Lumière, ça a été d'inventer la projection. Ce que vous voyez là, c'est le premier film d'Alice Guy, réalisé en 1896. Et vous remarquez que c'est une histoire de femme, ça s'appelle La Fée aux choux. Petite féerie. Il y a eu des remakes de ce film-là, il s'est appelé aussi Sage-femme de première classe. Et alors c'est l'histoire d'un jeune couple, vous voyez, un garçon et une fille, enfin le garçon est interprété par une fille d'ailleurs, qui vient acheter des bébés. Alors quand j'ai découvert ce film, j'étais très étonnée, je me dis quand même, bizarre, pourquoi elle a eu cette idée d'écrire un film où un couple viendrait acheter des bébés? Et en me plongeant dans son histoire, en faisant des recherches, eh bien j'ai compris qu'Alice, en fait, était une enfant illégitime. Donc elle était très obsédée par la question de l'origine. Ses parents habitaient au Chili, c'était des Français qui habitaient au Chili, où le père avait créé une librairie. Si tu veux me poser des questions, t'hésites pas, parce que moi après je pars. Où il avait des librairies, c'était un type qui était très littéraire, il était éditeur et libraire.
Et il avait épousé une très jeune femme qui sortait du couvent, qui avait 17 ans. Il l'a emmenée au Chili. Il lui a fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Puis elle s'est barrée. Elle a fugué. On est quand même en 1872. Hein. Fuguer, ça se fait pas trop. Dans un milieu bourgeois, à Valparaiso. Et elle a fugué en fait avec un Chilien d'origine mapuche. Et donc quand elle est revenue de sa fugue, cette jeune femme, la maman d'Alice donc, elle était enceinte d'Alice, première femme cinéaste de l'histoire mondiale du cinéma. Et donc son père n'a pas voulu que sa femme accouche au Chili, il l'a ramenée en France pour qu'elle abandonne son bébé. Ce qu'elle a fait, elle a été obligée de le faire. Et donc l'enfant est abandonné à sa grand-mère en Suisse. Et elle va passer les 4 premières années de sa vie très heureuse en Suisse avec sa grand-mère, qui est une femme très aimante, qui est très heureuse, je crois, d'avoir ce dernier bébé pour la route. Et puis subitement, à l'âge de 4 ans, sa mère vient la chercher. Ça, c'est un premier drame, un premier déchirement. Elle rentre au Chili, 7 semaines de bateau pour une enfant de 4 ans. C'est la grande aventure parce qu'elle passe par les Antilles, elle longe toute l'Amérique du Sud, il passe par le détroit de Magellan. Elle se souvient avoir vu des icebergs, des ours, enfin bon. Et elle rencontre son père pour la première fois à l'âge de 4 ans. C'est là que démarre mon livre. Je crois même que, j'en suis sûre, je fais genre je crois. C'est la première phase du livre, c'est ça. C'est l'enfant avait 5 ans lorsqu'elle vit son père pour la première fois. 5 ans quand on découvre son papa pour la première fois. Ça doit être un drôle de choc. Et elle passe 2 ans au Chili. Donc entre l'âge de 5 ans et 7 ans. Et c'est des années absolument fabuleuses pour cette petite fille. Elle est d'un coup plongée dans une ambiance chilienne. Évidemment, ses parents s'en occupent pas beaucoup. Ce sont donc les bonnes chiliennes qui s'occupent d'elle. Elle apprend des chansons chiliennes. Elle apprend à parler espagnol. L'espagnol qu'elle parlera jusqu'à la fin de sa vie. Et puis au bout de 2 ans, et je vous raconte ça parce que c'est extrêmement romanesque dans mon livre, au bout de 2 ans, elle est enlevée par son père blanc qui la ramène en France et qui la planque dans un couvent. Alors moi j'ai compris que l'amant de la mère était toujours présent, était toujours dans l'entourage, que sans doute il avait voulu voir sa fille naturelle, qu'il l'avait vue. Alors, dans mon roman j'ai imaginé d'ailleurs cette rencontre entre le père naturel et Alice. Ils se voient, elle fréquente les Mapuches et ça va beaucoup influer dans son imaginaire. Alice commence à travailler en 1896 chez Gaumont et c'est elle qui est en charge de ce qu'on appellerait aujourd'hui la fiction chez Gaumont. Il y a beaucoup d'autres directeurs qui filment les actualités, filment ce qu'on appellerait aujourd'hui des reportages ou des documentaires. Mais toutes ces petites histoires, voilà. Par exemple, ça date de 1905. Alors là, on est typiquement dans les films que les gens adoraient voir à l'époque, avec des décors peints ça, c'est certainement un monsieur, en fait, qui faisait du cabaret à Paris. Et ensuite, ces films, parce qu'à Paris, comme d'ailleurs c'est un peu encore le cas aujourd'hui, il y a beaucoup de cabarets, beaucoup de spectacles, etc., etc. Et à l'époque, pour que les gens en province, dans toutes les villes de France, puissent en profiter, on les filmait. Et ensuite, ces films étaient diffusés dans toute la France chez les forains. Parce qu'à l'époque, on allait voir le cinéma chez les forains. Il n'y avait pas de salle de cinéma au démarrage. Mais pour en revenir au film d'Alice, elle est nommée directrice des théâtres cinématographiques de Gaumont. Elle travaille là-bas 11 ans. Évidemment, autour d'elle, elle a des comédiens. D'ailleurs, elle va faire bosser à la réalisation aussi un dénommé Bosetti, que je vous montrerai tout à l'heure, qui était un acteur comique. Parce que comme elle a appris les techniques du cinéma, elle peut aussi les transmettre à d'autres personnes. Donc il est évident qu'à l'époque où Alice travaille chez Gaumont, assez rapidement, il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, faire ces petits films. C'est pas très compliqué, vous posez la caméra, elle bouge jamais la caméra, on est face à un fond, et puis il y a un numéro d'artiste devant la caméra. Mais le petit film que vous avez vu juste avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était en décor naturel. Et là, il y avait une petite histoire. Plus ça va avancer dans les films, vous allez voir, et plus il y a de mise en scène, et plus Alice sort des studios. Et ça, c'est sa particularité. Elle veut absolument sortir des studios parce qu'elle est obsédée par la réalité, par le naturel, par le vrai. Donc, il faut imaginer Alice Guy dans la société de l'époque. Alors, elle a été émancipée par sa mère, en fait, puisque son père est mort quand elle avait 17 ans. Et sa maman, ayant beaucoup souffert d'être sous la coupe de son mari, a décidé d'émanciper les femmes. Alors je vois pour les plus jeunes femmes qui sont avec moi, il faut que vous sachiez quand même que jusqu'à une période encore très récente, nous, les femmes, quand on se mariait, on perdait tous nos droits. On redevenait mineurs.
mineur au sens où on l'entend encore aujourd'hui. Mais dans le code civil de l'époque, qui est le code napoléonien, qui est toujours d'ailleurs en vigueur à Strasbourg et en Alsace et en Lorraine, une femme, quand elle est mariée, n'a pas plus de droits qu'un enfant, un débile mental, c'est écrit comme ça, hein, un débile mental ou un repris de justice. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun droit. Elle n'a pas le droit de signer seule un contrat de travail, elle ne peut pas gagner de l'argent, elle ne peut pas toucher de l'argent, elle ne peut pas ouvrir un compte en banque, elle ne peut pas voyager sans l'autorisation de son mari, elle ne peut rien faire sans l'autorisation de son mari. Il se trouve que Alice est émancipée à l'âge de 17 ans. Son père est mort, donc c'est donc sa mère qui a la charge de cet enfant. Elle décide de l'émanciper, ce qui veut dire qu'elle devient comme un homme. Elle devient majeure. Elle commence à travailler chez Gaumont, elle peut ouvrir un compte en banque, elle peut signer un contrat, elle peut travailler. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait si peu de femmes dans ces métiers à l'époque, parce que les femmes n'avaient pas accès au travail. En tout cas, évidemment, vous allez me dire, il y avait beaucoup d'ouvrières, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient à l'époque, il y avait beaucoup de femmes, mais qui étaient dans des petits métiers, qui étaient dans les métiers les plus difficiles. Dès qu'on était une femme un petit peu issue de la bourgeoisie ou de la noblesse, ou un peu intellectuellement formée, même devenir institutrice, c'était une vraie lutte à l'époque, c'était très difficile. Bon, Alice a eu cette chance-là. Et elle a travaillé 11 ans chez Gaumont. 11 ans. Jusqu'au jour où elle va rencontrer son futur mari qui a 10 ans de moins qu'elle. Pourquoi elle ne s'est pas mariée avant? Parce que je pense qu'elle ne voulait pas perdre cette indépendance. Elle s'est accrochée à ce métier qu'elle adorait. Et c'est comme ça qu'elle est restée 10 ans patronne des théâtres cinématographiques. Mais je raconte dans mon livre toutes les luttes au sein de Gaumont pour rester en place. C'est absolument terrifiant. Les autres directeurs qui étaient en charge d'autres départements chez Gaumont, mais ont tout fait pour la casser, ont tout fait pour la réduire en miettes. Il a vraiment fallu qu'elle lutte avec beaucoup d'humour et beaucoup de force pour rester aussi longtemps à la tête des théâtres. Et elle a fait plus de 500 films chez Gaumont en 11 ans de carrière. Des films diffusés dans le monde entier. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais le cinéma, c'est vraiment à l'époque... Le cinéma français, c'est le cinéma mondial, en fait. On est les premiers à avoir fait des films, à les avoir exportés. Donc c'était le centre du monde du cinéma, c'était Paris, c'était la France. Et pour faire la transition avec son mari, vous parliez de son mari, il y a eu justement après, elle a suivi son mari aux États-Unis, etc. Donc il y a eu une histoire d'amour qui est assez compliquée. Et vous dites vous-même que on n'est pas uniquement dans de la biographie, c'était un roman d'amour aussi. Ouais, la vie d'Alice, c'est un roman, La vie d'Alice, c'est un film. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un long métrage. Il y a un documentaire qu'on est en train de faire. Il y aura un long métrage, mais c'est sa vie extrêmement romanesque, entre son enfance baladée entre le Chili et la France, son combat de jeune femme, tous ces hommes qui tournent autour, qui lui disent tout le temps « Mais alors, mademoiselle Alice, on n'est pas encore mariés ?» Le fait de refuser... le fait d'essayer de se trouver une place dans la société. Parce que quand on est artiste à la fin du 19e à Paris, on est considéré comme une demi-mondaine. Je ne veux pas la traduction de mondaine, hein. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est extrêmement difficile d'être une artiste. Donc elle ne peut pas se positionner comme femme artiste pour qu'on continue à la respecter, pour que le milieu d'hommes dans lequel elle travaille continue à la respecter. Donc elle est... Oh, ça c'est très drôle. Elle est directrice, elle est pourtant femme artiste, puisqu'elle crée des histoires et elle les met en scène et elle les filme. Mais elle doit sans arrêt lutter pour qu'on ne la considère pas comme une femme artiste, pour pas perdre, pour pas perdre sa dignité de femme. Elle a une double carrière. 10 ans de cinéma, 11 ans de cinéma en France, et puis après en 1907, elle est partie aux États-Unis avec son jeune mari. Et elle lance sa maison de production aux États-Unis. Absolument. Alors bon, ça s'est pas fait en un clic comme ça. D'abord, elle a pris le bateau. Alors, elle s'était mariée, donc elle est tombée amoureuse d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle, parce qu'il avait 9 ans de moins qu'elle. À l'époque, c'est une grosse différence d'âge. Il y a très peu de femmes qui épousent des hommes. Moi, jeune, l'inverse, c'est assez courant, mais bon. Et ce jeune homme, en fait, travaille déjà pour la Gaumont en Angleterre. Il est employé donc de la succursale Gaumont à Londres. Et Gaumont oblige Alice à partir en tournage dans le sud de la France avec elle. Au début, elle n'en veut pas du tout de cet anglais. Elle le trouve très mignon, mais elle ne le veut pas dans ses pattes parce qu'elle sait faire du cinéma. Elle n'a pas du tout envie de former quelqu'un de plus. Et puis finalement, il va la séduire parce que c'est un très grand séducteur. C'est Herbert Blaché, c'est vraiment... je ne sais pas comment...
dans les comédiens aujourd'hui, des tombeurs, des grands tombeurs, c'est un grand tombeur, ce Herbert Blaché. Bref, elle tombe amoureuse de lui. Et Gaumont a senti qu'il y avait une idylle entre les deux. Et il se dit, voilà, j'ai le couple idéal pour aller vendre mon matériel aux États-Unis. Et il les envoie tous les deux aux États-Unis. Sauf que ça va pas très bien se passer, pas très bien se terminer, au final. Alors d'abord, quand elle arrive aux États-Unis, elle tombe enceinte de son premier enfant. Donc elle va faire cette première petite fille. Et puis elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout faite pour rester à la maison, pour être une femme au foyer, qu'elle a besoin de bosser. Il se trouve que Gaumont a créé une succursale américaine tout près de New York, dans la banlieue de New York, parce que le cinéma, au début du cinéma aux États-Unis, c'est vraiment New York. Et ça tourne pas bien, parce que pour la faire très courte, je vais pas rentrer dans les détails, mais Edison a complètement trusté le marché américain, donc les Européens, quand ils arrivent là-bas, ils n'arrivent pas du tout ni à vendre leur film, ni à vendre leur matériel. Et Alice en a marre de rien faire. Elle prend toutes ses économies, elle a bien gagné sa vie chez Gaumont, et puis surtout, elle a des actions. Et l'entreprise Gaumont est florissante. Elle vend ses actions, elle monte sa société de production aux États-Unis. Et elle va devenir en 2 ans, donc en 1912, elle est la femme d'affaires la plus riche des États-Unis. Et la cinéaste, une des cinéastes les plus reconnues avec Griffith. Et la seule médiatisée parce que on s'intéresse pas aux réalisateurs à l'époque, on s'intéresse aux comédiens, aux comédiennes un petit peu, hein, c'est vraiment le début. Mais on s'intéresse pas tellement aux réalisateurs, ils sont considérés comme des techniciens. Et elle a sa photo et des articles dans la presse absolument toutes les semaines parce qu'elle est belle, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle vient de France et qu'elle incarne le meilleur du cinéma mondial. Justement, c'est aussi la question, pourquoi aujourd'hui Alice Guy est aussi peu connue du grand public. Il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons. Alors, il faut imaginer cette femme qui fait 11 ans de carrière en France, puis ensuite qui va faire de 1910, on va dire grosso modo, jusqu'à 1922. Elle cartonne aux États-Unis à un moment où vraiment le cinéma se développe. Hein. Les films, ils font 1 heure, 1 heure et demie. Il ne faut plus croire que ce sont des petites fantaisies comme ça. Hein. C'est des longs films, des grands mélos, ce qu'on appelle des features. Les longs métrages d'aujourd'hui. Et imaginez que vous-même dans votre métier, vous travaillez 10 ans, vous avez une expertise dans votre métier pendant 10 ans en France. Vous partez travailler en Chine pendant 15 ans. Vous revenez 15 ans plus tard et vous voulez vous rappeler au bon souvenir de votre employeur d'il y a 15 ans. D'abord, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit plus là. Et puis surtout, on vous a oublié en 15 ans. 15 ans de vie à l'étranger, on vous a complètement oublié. Donc, c'est ce qui se passe pour Alice. Alors, il se trouve qu'aux États-Unis, quand elle démarre et qu'elle fait fortune, son mari abandonne rapidement la Gaumont pour s'associer avec elle. Il apprend le cinéma avec elle, elle le forme. Il est toujours beau, il est toujours séduisant. Il trompe sa femme avec toutes les comédiennes avec lesquelles elle travaille. Il est un peu dur à gérer, le Blaché. Il se met à faire du cinéma lui-même, mais il joue beaucoup en bourse l'argent des succès de sa femme. Il investit, il fait des investissements absolument pourris. En bref, au bout de 12 ans, il ruine complètement Alice. Et par contre, il a l'intuition qu'il faut partir à Hollywood faire du cinéma. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne intuition. Elle veut pas. Elle veut rester à Fort Lee, à New York, qui est vraiment le centre névralgique des débuts du cinéma américain. Elle se sent bien là. En plus, New York, c'est une ville extrêmement européenne. Et voilà, donc Alice n'a pas envie d'aller à Hollywood. Et Herbert Blaché, son mari, finit par la quitter. Il part avec une jeune comédienne là-bas. Et elle part à son tour, mais pas dans le but de continuer à faire du cinéma là-bas, dans le but de récupérer son mari, ce qu'elle n'arrivera jamais à faire. Il y a une scène dramatique où elle possède un revolver parce qu'elle a fait plein de films de cow-boy. Là, vous les voyez pas parce que c'est dans la période américaine. Elle a fait plein de films de cow-boy, donc on lui a offert des armes à feu. Et un jour, elle va retourner cette arme à feu contre elle et contre son mari. Donc en 1922, juste avant de revenir en France. Donc ce qu'elle vit avec cet homme qui est l'homme de sa vie, c'est une passion amoureuse extrêmement forte. Et lui comprend pas que sa femme comprenne pas qu'il soit libre dans sa sexualité parce qu'il a l'impression qu'il a épousé une femme libre, une femme indépendante, forte, puissante. Sauf que la liberté, ça veut pas dire avoir 10 000 partenaires. En tout cas pour elle, la liberté, c'est d'avoir choisi cet homme et de vivre une histoire d'amour avec cet homme. Bon, voilà. Lui, il envisage la liberté autrement. Il l'envisage. Alors, il est resté marié. Il s'est occupé de ses enfants. Il adorait sa femme. Mais il pouvait pas s'empêcher de papillonner. Il pouvait pas s'empêcher d'avoir des aventures avec des jeunes femmes. Et voilà. Et c'est assez beau d'ailleurs parce qu'elle est décédée à l'âge de 90 ans. Si 95 ans. 95, pardon. Ouais. Et vous dites c'est le seul amour qu'elle aura de sa vie. Elle n'aura jamais d'autre homme dans sa vie. C'est incroyable. Elle est à Paris. Au moment où elle apprend la mort d'Herbert Blaché, donc celui qui a été son mari et le père de ses 2 enfants. C'est une vieille dame. Elle a 70 ans. Elle apprend la mort d'Herbert Blaché. Ça fait
30 ans. Que non, 5, 6, 7. Ça fait 20 ans qu'elle ne l'a pas vu, 20 ans qu'elle est divorcée de lui, et elle écrit qu'elle le considère toujours comme son mari, qu'elle considère sa nouvelle femme comme sa concubine, et qu'elle se souvient qu'elle a vécu une histoire absolument magnifique avec lui. Enfin, c'est dingue, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Alors, maintenant, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte aussi. En 1922, elle a 50 ans quand elle rentre en France, divorcée avec ses 2 enfants. Je vais dire un truc horrible, mais en 1922, à 50 ans, on est considérée comme une vieille femme. À 50 ans, les femmes, elles sont grand-mères. Et parfois déjà arrière-grand-mère, puisqu'on commence à faire des enfants à 17 ans. Donc, elle est considérée comme une vieille femme, même si elle a absolument rien d'une vieille femme, parce que comme elle a fréquenté ce milieu du cinéma, elle reste l'amour, elle est belle, elle fait attention à elle, enfin voilà, c'est pas... Mais voilà, c'est l'époque. Donc quand elle rentre en France, moi je m'arrête en 1922, vraiment quand elle abandonne le cinéma à Hollywood et qu'elle décide de rentrer avec ses 2 enfants. Mais après, les studios de la Victorine, à Nice, à côté, là, vont l'appeler pour qu'elle relance les affaires là-bas. Et les managers des studios de la Victorine pensent qu'elle est très riche, puisqu'elle a été très célèbre aux États-Unis, mais elle n'a plus rien, puisque son mari a toujours eu en bourse et qu'il a tout perdu. Donc elle ne réussira jamais à refaire du cinéma en France, parce qu'elle a plus d'argent. Quand elle va voir Gaumont, Gaumont lui a un peu gardé un chien de sa chienne, parce que comme elle a cartonné aux États-Unis, que lui a jamais réussi à s'implanter là-bas, en tant que vieux patron un peu vexé qu'une de ses employées ait réussi à faire fortune aux États-Unis et pas lui, il l'accueille pas en fait. Et elle réussira à se faire reconnaître beaucoup plus tard parce que Gaumont a un jeune fils qui se souvient très bien d'Alice quand il était petit, qu'elle travaillait à la Gaumont, et qui est touché par cette femme et qui va l'aider en fait à se faire reconnaître en France dans les années 50 à la Cinémathèque française avec Henri Langlois, etc. Et elle finira par avoir la Légion d'honneur en 58 au titre de première femme cinéaste de l'histoire mondiale du cinéma. Donc, mais... Et vous, qu'est-ce qui, au final, qu'est-ce qui vous a aussi... est-ce que vous, ça vous parle? Qu'est-ce qui vous a touché dans, justement, ce rapport avec cette femme et qui est un débat, justement, universel, qu'on entend partout, ce débat, justement, des femmes qui cherchent à être reconnues et à juste Comment titre. dire? Alors, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement? Oui, évidemment. Moi, je travaille dans le milieu de l'audiovisuel depuis très très longtemps. J'ai produit des courts-métrages pour Canal, je produis des documentaires, j'ai été animatrice à la télévision, etc. Donc ça fait 20 ans que je fréquente ce milieu et 20 ans que je me dis, c'est dur quand même hein, d'exister quand on est une femme. Enfin, à moins de faire le jeu de la bimbo, l'éternelle jolie jeune fille. Bon, d'abord, on peut pas rester éternellement une jolie jeune fille, donc il y a un moment que ça s'arrête. Exister autrement que comme une image, glamour, sortir de cette image sexuée en permanence, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime ces films, parce que d'une certaine manière, ça nous permet aussi de... C'est comme si nos arrière-grands-parents, ils étaient vivants, quoi. Ils sont là, on voit comment ils étaient habillés à l'époque, et comment ils bougeaient, et comment ils parlaient. Et... Bon, ça, c'est très drôle, je sais pas si vous avez suivi un peu le film, c'est les méfaits du féminisme, en fait. Donc, elle a mis les hommes à la place des femmes, et les femmes à la place des hommes. Et c'est typiquement le cinéma d'Alice Guy, ça. Je pense pas qu'un homme aurait fait ce film-là, parce que d'abord, il n'aurait pas eu l'idée de changer les rôles. Et ça résonne encore beaucoup, en fait, au final. Hein. Ça résonne encore aujourd'hui. Ouais. Et alors, pour parler d'aujourd'hui, puisque vous parlez des chiffres, 98% de la production du cinéma à gros budget américain est fabriquée par des hommes. En France, il y a moins de 23% de réalisatrices en télévision et au cinéma. Moins de 23%. C'est les chiffres de cette année. Hein. L'année dernière, c'était pire. Cette année, d'ailleurs, on est en plein festival de Cannes. C'est Agnès Varda qui a une palme d'honneur cette année. C'est la première femme. Temps, hein. Voilà, c'est la première femme à recevoir une palme d'honneur depuis le début du festival de Cannes. Ouais, et puis il n'y a qu'une seule femme qui a été palmée de toute l'histoire du festival. Voilà aussi. Donc ça prouve qu'on est toujours dans cette problématique-là. Ça prouve qu'on est mal. Hein. Et si j'ai décidé d'en faire un roman et pas une biographie pure et dure, hein, c'est parce que justement il y avait un aspect très romanesque dans sa vie. Et pour moi c'était important de retranscrire cet aspect romanesque. Et puis elle est l'inventeur de la fiction au cinéma, donc j'ai jamais imaginé pouvoir faire autre chose qu'une fiction à partir de sa vie, pour lui rendre hommage en fait. Puis ça permet, je pense aussi, d'ouvrir
aussi justement son histoire au plus grand nombre. Ouais, puis je pense qu'elle a inventé sa légende. Regardez, on est en 2015 et on parle d'elle et on va faire un film sur elle. Et c'est complètement dingue. C'est pas un hasard si tout ça se passe aujourd'hui.